Bonsoir. Entretien ce soir avec le bâtonnier Akere Mouna qui nous fait l'honneur et le grand plaisir de renouveler sa présence dans ce studio. Monsieur le bâtonnier, bonsoir. Mais bonsoir. Je saisis l'occasion pour te réitérer, n'est-ce pas, mes vives condoléances, n'est-ce pas, après le départ de votre maman. Je le dis parce que j'ai perdu la mienne il y a un peu plus de 40 ans. Et ça me revient toujours parce que ça cadre avec les moments de transition. Nous sommes en 83, n'est-ce pas? On était en plein supposo de transition, n'est-ce pas, dans notre pays. Donc, j'ai vécu tout ça en même temps que ma mère partait. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Donc, vives condoléances. J'avoue que vous me prenez de court et vous suscitez une forte émotion en moi. Merci infiniment. Oui, de rien. Je rejoins ce club, j'espère pouvoir marcher sur vos pas. Au besoin. Ouais, je ne manquerai pas, je tiendrai cette perche. Oui, Merci infiniment. Alors, on dira de vous que vous êtes un peu monsieur propre. Hein, si on s'en tient à votre parcours dans la lutte contre la corruption, pour la bonne gouvernance, votre expérience au Togo, en République démocratique du Congo, pour ne parler que de ces pays, mais bien au-delà aussi, à travers le monde. Vous avez fait une expertise au niveau du Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, sur les sujets d'assainissement et autres. Mais vous n'êtes pas qu'un bâtonnier. Vous l'avez été entre 1997 et 2002, ici au Cameroun, bâtonnier de l'Ordre du Cameroun. Pendant cette période, en 2000 notamment, vous êtes le président fondateur de Transparency International. Exact. Pour marteler votre envie d'éradiquer cette corruption-là. Et en 2005, au niveau mondial, on vous reconnaît votre expertise. Vous devenez vice-président de Transparency International Monde, à travers lequel vous faites évidemment la suite de cette bataille. Mais à côté de cela, vous êtes aussi un homme politique. En 2018, d'ailleurs, vous êtes candidat. Exactement. Même si à la dernière minute, avec le mouvement Now, vous soutenez la candidature du candidat du MRC, Maurice Kamto. Et puis après, je ne sais pas si je dirais, vous sortez de la vie politique, mais on ne vous a pas beaucoup senti après. C'est vrai. Ça, peut-être deux explications. D'accord. La première, c'est ce que j'étais durement frappé en 2019 par le départ de mon frère Bernard, qui est quelqu'un avec qui j'avais cheminé pour plus de 30 ans. Donc pour moi, c'était carrément quelque chose qui m'a beaucoup secoué. En même temps, 6 mois avant, c'est le départ de mon frère, le professeur Wali Mouna, quelqu'un avec qui j'étais très très proche. Et en même temps aussi, je commençais une enquête, n'est-ce pas, sur les affaires Glencore, que je suivais dans les procès un peu partout. Et peut-être c'est ma formation qui le fait, mais j'aime parler quand j'ai des choses précises à dire et à faire. Donc, il y avait eu toutes sortes de mouvements autour des élections et tout ça. Dès que le Conseil constitutionnel s'était prononcé, écoute, je me suis mis à faire autre chose. Ça veut dire quoi? La lutte contre la corruption, l'affaire Glencore, sur laquelle je suis toujours depuis plus de 4 ans, et jusqu'à ce que les Nations Unies m'appellent pour aller voir la RDC. Avant ça, c'est le président du Togo qui m'avait demandé de venir le voir. Donc, et je continue dans plusieurs endroits, notamment à l'Union africaine. N'oubliez pas que je suis toujours un membre de la commission Thabo Mbeki sur les flux financiers illicites partant de l'Afrique. Je fais tout ça. Et j'ai été donc désigné comme coprésident d'une commission de l'Union africaine, n'est-ce pas, qui travaille sur le rapatriement des fonds. Alors, au Togo, et peut-être en RDC, en résumé, quelle a été votre action précise? Bon, écoutez, au Togo, j'ai donné un plan d'action en ce qui concerne la gouvernance générale. Donc, première partie, c'était le MAEP, qui est le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs. Togo est en train de s'apprêter pour entrer dans cet organisme qui permet d'évaluer les pays. Et secondement, on avait parlé des moyens d'évaluer, n'est-ce pas, d'évaluer l'utilisation du budget de l'État. Exact. En même temps aussi, j'ai beaucoup appris. J'ai appris qu'au niveau de la justice, le Togo était très avancé, n'est-ce pas, en ce qui concerne
rendre, n'est-ce pas, des instances judiciaires. Je dis en matière commerciale, très informatique, très digitale. Et ça, mais au Congo, j'étais, RDC donc, j'étais plus chargé d'aider à la mise en place, n'est-ce pas, d'un cadre pour la lutte contre la corruption. C'est ainsi que, n'est-ce pas, l'actuel organisme de lutte contre la corruption, n'est-ce pas, j'étais aux avant-postes. C'est moi qui, pour la rédaction des textes qui ont mis ça en place, et puis j'ai fait beaucoup de séances de formation à un niveau très très élevé. D'accord. Donc vous donnez un cinglant démenti à ceux qui disent que vous êtes un homme politique des élections ou pour les élections, sachant que nous sommes à la veille de 2025 et que votre réapparition pourrait sembler être c'est vrai, ils peuvent croire cela, mais ceux qui me connaissent savent mieux. J'ai commencé la lutte contre la corruption il y a plus de 25 ans. Je n'étais candidat à rien. Absolument. Alors je l'ai fait dans des situations très très difficiles. Donc ceux qui me connaissent savent que mon combat va de très très loin. Très très loin, combat politique. SDF, c'est moi qui ai rédigé les statuts. Donc vraiment ceux qui me connaissent, n'est-ce pas, savent que ça n'a rien à y voir. Je fais un travail, il est vrai que quand je suis sur quelque chose d'important, je me tais. Absolument. Alors, en mars 2024, vous êtes nommé ambassadeur de bonne volonté de l'association Facilité africaine de soutien juridique. Vous me reprendrez si je l'ai mal dit. C'est très correct. En quoi consiste votre tâche exactement? Qu'est-ce que cette association? L'association a été créée par la Banque africaine de développement. Ça a été créé, je crois, il y a 14 ans, un peu plus de 14 ans. Et je suis quand même un peu fier parce que dans la toute première réunion qui s'était tenue à Tunis pour penser de cela, j'ai été convié comme participant à cette réunion-là. En fait, cette facilité prodigue des conseils juridiques, n'est-ce pas, aux pays africains. Pour nous éviter tout le temps, n'est-ce pas, d'avoir recours. D'ailleurs même, je pense que le projet va commencer par certains avocats et autres d'Occident qui voulaient mettre en place une facilité, disait-il, pour nous accompagner dans des négociations difficiles de contrats, de mines, des concessions et tout cela. Mais je crois que la banque a vu juste de mettre en place une facilité qui finance, qui aide et qui accompagne, parce qu'on avait ce problème de fonds vautours, le fait que, n'est-ce pas, on partait signer n'importe quoi, à mon avis, avec la plupart du temps avec la complicité de nos propres citoyens qui acceptaient de signer n'importe quoi, et quand ça éclate, on n'avait pas l'expertise nécessaire. On peut compter sur les doigts d'une main, les gros contrats du Cameroun qui ont été des avocats camerounais qui ont participé. Donc cette facilité-là, son but est d'accompagner et d'aider des fois en cas de litige, et je suis le tout premier ambassadeur. Donc ça va être dur parce qu'il faudrait que j'instaure, n'est-ce pas, un système et j'essaie de canaliser les efforts qu'ils me demandent. Jusque-là, c'est ce que j'entends faire. Et aujourd'hui au Cameroun, quels sont les plus grands défis en matière de lutte contre la corruption, si on peut les résumer? Transparence. D'accord. Qui cache, vole. C'est bien dit. C'est tout ce que je peux dire. Et le plus grand défi que nous avons contre le développement aujourd'hui, c'est la corruption. Dites tout ce que vous voulez. J'ai l'habitude de dire, d'ailleurs, même quand j'étais ici, je vous l'ai dit la dernière fois, qu'il y a 3 secteurs, 3 piliers dans une société qu'il faut regarder. Il y en a 3. C'est quasiment biblique, nous sortons de Pâques. Absolument. Bon, les chrétiens comme les musulmans, Jésus enseigne, il soigne, et il juge même. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ouais, il juge. Dites-vous bien, dans un pays, c'est quoi? Quand on soigne, c'est la santé. Absolument. Quand on juge, c'est la justice. Quand on enseigne, l'éducation. Ces 3 secteurs-là, ça touche le plus riche jusqu'au plus pauvre. Et si vous voulez évaluer la corruption dans une société,
aller faire ces endroits. Cameroun, santé, Covid-19. Enseignement des étudiants, des enseignants sans salaire, problème d'emploi, tout ce qu'il y a toujours dans les universités comme scandale et problèmes, c'est l'enseignement. Justice, n'en parlons point. Tout le monde se plaint chaque fois des enquêtes qui ne finissent pas, des procès qui commencent, qui tanguent à gauche ou à droite. Donc, ça veut dire que ces trois piliers sont fortement affectés dans notre pays. Et quand nous faisons nos diagnostics pour dire que le Cameroun va mal à cause de la corruption, je rigole quand les gens parlent de football, parce que, en fait, le football ne se joue pas à Katmandou, ça se joue ici. Donc, cette gangrène-là, n'est-ce pas, bien sûr, pénètre aussi le football. C'est ce qui est normal. Donc, voilà donc mon évaluation, que si on ne fait pas face, d'ailleurs, le dernier rapport de la Banque mondiale le dit. Lui, il place la corruption dans Glencore à 30 milliards. Hein. Moi, j'avais dit 8 ou 9 milliards. C'est même plus maintenant quand on regarde. Bon, EITI, où on vient d'être éjecté, ils disent transparence. On a été poussé à passer la loi sur ce qu'on appelle le code de transparence, je crois, en 2018-2019. Dans ce code-là, on réitère déclaration des biens, tout ce qui va avec, que les journalistes aient l'information et tout ça, mais il n'en est rien. Ce sont des artifices que nous concevons, même juridiques, pour se donner une bonne santé. Ça n'a pas duré. On est entré pour ressortir, n'est-ce pas, 3 ans après. Alors, ouais, plus de 50 ans de lutte contre ce fléau, la corruption, 50 ans pour une meilleure gouvernance et plus. Pour vous, quels sont les obstacles potentiels et surtout, quelles sont les réformes structurelles qu'on peut mettre en œuvre pour lutter efficacement contre ces maux-là? En tout cas, ce n'est pas les corrompus qui vont mener la guerre contre la corruption. Donc la première chose, oui, mais justement, changer les hommes. Mais voilà, je dis toujours que, n'est-ce pas, les poissons ne peuvent pas se briser, n'est-ce pas? Donc, c'est cela. Donc, ils ne peuvent pas, les gens qui sont en pleine situation de conflit d'intérêts, les gens qui n'ont plus honte, quand je suis interpellé, quand je voyage, même dans le pays, je suis quasiment offusqué dans l'affaire Glencore. Les gens ne se montrent pas indignés par le fait qu'on nous a volés. Puis ils disent, mais monsieur le bâtonnier, c'est courageux, vous n'avez pas peur de votre vie? Oui, c'est ça. Ils s'inquiètent pour vous. Et pour moi, oui, mais ils ne s'inquiètent pas pour le pays. Et je vous dis, cher ami, les gens vous prennent 70% de nos revenus, purement et simplement dans le vol. Et on ne dit rien. On ne dit rien. Et de ce côté-là, je dois dire ceci. La réticence même du président de la République pour ouvrir, parce que le commune est très riche. Quand vous parlez, on n'a pas encore touché le nord, le côté septentrion de notre pays en richesse. C'est parce qu'il en est très conscient de ce fléau-là. Il a peur que s'il ouvre, tout sera dilapidé. Et tout sera dilapidé. Donc vraiment, on n'a pas les hommes qu'il faut. D'accord. À ces endroits-là. Je ne veux accuser personne, mais quand je finis de boucler le dossier Glencore, la première porte à laquelle je tape, c'est la CONAC. Sur laquelle je tape, je frappe, c'est la CONAC. La Commission nationale anticorruption. Oui. Je leur envoie les documents, je leur envoie tout. Ça fait 3 ans, presque. Je n'ai jamais eu une séance de travail avec quelqu'un de la CONAC. Jamais. Indépendamment de la CONAC, est-ce que vous avez le sentiment que d'autres institutions qui s'appellent le ministère de la Justice, le tribunal criminel spécial? Oui. Je dois dire que j'ai eu des causeries à faire avec des inspecteurs d'impôts. Je crois savoir qu'ils sont en train de mener des actions. Ça date de quand? Ça date dans le mois, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Et je dois
dans votre émission, féliciter ces personnes-là, parce que c'est quand même courageux. Parce que moi, je ne suis pas payé par l'État, mais eux, ils ont vu ça, ils ont compris, je pense qu'ils sont en train de foncer. Et, vous êtes optimiste? Je suis optimiste par la détermination de ces concitoyens. Supposons qu'ils la douane aussi. Supposons qu'ils arrivent à des conclusions qui identifient les institutions qui sont impliquées, les personnalités qui sont impliquées. Vous n'avez pas peur d'une forme de rapport de la Chambre des comptes qui va mourir dans un tiroir sur les affaires Covid-Gate, Can-Gate? Je pense que l'affaire Glencore est autre chose. Parce que cette affaire désigne le corrupteur, dit que j'ai donné l'argent à SNH et à Sonara. Point. Les instances qui ont jugé aux États-Unis ont fait signer par Glencore un article, je ne peux jamais oublier l'article 12, dans lequel Glencore s'engage à coopérer avec toute autorité d'investigation étrangère, n'est-ce pas, pour savoir les individus avec qui il a traité. Donc ça veut dire que c'est une enquête qui n'en est pas vraiment une. Ça dure maxi 2-3 minutes. Allez chez Glencore ici à Douala, bon messieurs, voilà ce que vous avez déclaré au tribunal, qui vous avez payé. On fait un trait. C'est aussi simple que ça. Donc, moi je pense que pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui sera très très difficile. Si IITI dit dans son rapport Glencore, si FMI dit dans son rapport Glencore, ça va être très difficile de repartir là-bas et dire bon ben, à ce qui concerne Glencore, je pense que ça va être dur. Et je recommence encore un lobbying, c'est le lobbying en avril à l'étranger, parce que je vais aller dans ces pays-là. J'ai déjà pris les rendez-vous, parler aux parlementaires, j'ai dit écoutez, c'est bien beau de nous dire, n'est-ce pas, que on est des pays kleptocrates, volants et tout, mais là, vous détenez des informations essentielles sur l'identité de ceux-là qui ont pillé nos pays, nos pays. C'est à vous de dévoiler. D'ailleurs, même il y a un mouvement qui a commencé il y a bientôt 2 ans pour créer une autre instance internationale, pénale internationale, seulement pour la corruption. Parce qu'on a vu que tant que ceux qui ont volé sont les mêmes qui gèrent la chose, mais écoute, on ira nulle part. Est-ce que sur le plan local, il n'y a pas peut-être dans la société civile ou des acteurs qui prennent sur eux l'initiative de poursuivre les institutions et personnes concernées par ces affaires? Moi, je l'ai fait. J'ai déposé plainte. J'ai fait ce qu'on appelle une dénonciation qui est dans notre procédure pénale. J'ai déposé à Limbé contre Sonara, à Douala contre Glencore et à Yaoundé contre SNH. Le directeur de la police judiciaire était venu me voir, que le dossier c'est le procureur, on lui a transmis et il est venu me voir. Je lui ai dit voilà ce qu'il faut faire. Et depuis, silence radio. C'est pas le directeur de la police judiciaire qui transmet les informations et c'est, n'est-ce pas, au procureur de continuer. Si je n'étais pas avocat, j'étais journaliste, peut-être je dirais plus. Étant l'avocat que je suis, j'ai ma petite idée sur ceux qui sont concernés, mais tant que je n'ai pas la preuve, je pense que c'est très imprudent. Des indications Des indications. Des indications sur ceux qui sont concernés. Oh, mais je pense que les Camerounais sont très intelligents. Quand on regarde ce qu'on vit, d'où est parti l'argent. Quand on dit l'argent est parti dans un avion loué du Nigeria, dans des sacs, et on a débarqué ça à Douala, et on a pris l'argent, mais je crois, on peut devenir plus ou moins au sapin, n'est-ce pas? D'accord. Cela dit, vous dites, pour lutter contre la corruption, il faut changer les hommes. Mais par ailleurs, les Camerounais sont réticents. Le système, un problème systémique aussi. Et les Camerounais sont réticents à s'inscrire sur les listes électorales. N'avez-vous pas le sentiment que finalement, on s'accommode à cette situation-là? Est-ce que les gens ne se disent pas, tant qu'à faire? Les gens qui parlent de oh, on ne peut pas gagner, oh, il y a la fraude, ils jouent le jeu de l'État. Ils jouent le jeu de l'État. Moi, j'étais au cœur des élections en 92. Certes, les lois étaient plus solides, meilleures à l'époque. Et ils jouent le jeu de l'État. L'État aime quand il n'y a pas beaucoup d'inscrits. En tout cas, du moins, quand ce sont les siens qui sont inscrits. Et secondement, quand on est nulle part. Les dernières législatives,
avant qu'on ne passe au vote, je pense que l'État avait déjà presque 70, peut-être même plus de 70 députés. Mais il y a 25 000 bureaux de vote. Il faudrait absolument que les partis de l'opposition puissent cadrer les 25 000 bureaux de vote, qu'ils aient eux-mêmes les PV. C'est par là, regardez le Sénégal, c'est par là que ça commence. Il faut que vous ayez vos résultats. En 92, nous avions, c'est moi qui les rassemblais, nous avions des résultats d'élection présidentielle qu'on publiait toutes les heures. Sur tout le territoire. Oui. Dans le cadre de la coalition. Oui. Et on avait des gens qui appelaient rapidement pour donner, on notait et on suivait. D'ailleurs, c'est ce qui avait poussé le ministre Kontcho Koumeni a commencé à donner des chiffres qui étaient en fait les chiffres des législatives, n'est-ce pas? Et on a découvert, parce qu'on avait tous les résultats, et je me rappelle cette interview quand il est donc interpellé par RFI, il dit « Oh, c'est une erreur parce que les résultats étaient mis dans le même tiroir. Quand ils voulaient sortir, ils se sont trompés de feuille. » Le ministre Kontcho qui était ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Alors, je ne vous demanderai pas s'il faut faire une évaluation de ce système électoral, puisque tout le monde le décrit, y compris Edekam, qui a mis quelques petites réticences. Quels sont les points fondamentaux dans ce système qu'il faut revoir, améliorer, qui s'est peut-être aussi conforté? La première chose, il faudrait que tous les joueurs, entre guillemets, soient même pied d'égalité. D'un côté, vous avez Edekam, qui est purement et complètement une histoire de l'État. C'est géré par un des joueurs, complètement. Première chose. Seconde chose, il faudrait que les listes, si vous avez un ordinateur, vous vérifiez. Vous partez au Sénégal, vous frappez, vous savez votre bureau de vote et votre nom. Il faut qu'on ait la transparence. 25 000 bureaux de vote. Quel est le parti politique qui peut avoir les moyens financiers pour le faire? Mais l'État là, y compris, n'est-ce pas, les préfets et tout l'arsenal de l'État, et tous les véhicules, et tout ce qui va avec, et toute la machine administrative. Moi, j'avais reçu quelques diplomates, des organismes qui disaient: vous voulez aider ce pays avec le texte. Arrêtez de demander qu'on change le texte. Mettez en fond pour financer la présence des représentants des partis politiques dans le bureau de vote. Ils vont noter s'il y en a 50 votants, ils vont dire 50 votants. Donc c'est vers ça qu'il faut aller. Il faudrait que le système électoral soit vu comme étant transparent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer. Mais je pense que déjà, le simple fait d'être ouvert, de montrer cette volonté d'ouverture, ça devrait y aller, parce que le directeur général de cet organisme... Eric Essousset. Oui, justement, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis l'AT. Exact. C'est un monsieur bien, qui veut bien faire. Et je pense que sa nomination, moi je l'ai applaudi. Mais il est dans un cadre spécifique, géré par des textes. Il a des contraintes. Donc il faudrait que nous soyons partout. Il faudrait que les gens s'inscrivent massivement pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, avec le texte que nous avons maintenant, je suis sûr que si on mutualise les forces, si on est partout, on peut vraiment faire... En d'autres termes, avec le système actuel, si l'opposition se met ensemble, 25 000 bureaux de vote, vous y êtes. Vous présentez des représentants, si vous permettez que je me redise, dans tous ces bureaux, l'opposition peut gagner. Peut gagner. Surtout maintenant. D'accord. Quand on a... Sachant évidemment que c'est en cas de litige contentieux, c'est bien la copie de Edekam qui fait foi. C'est très bien, mais le problème c'est bien que la copie de Edekam, mais vous n'avez pas votre copie. Donc il n'y a rien à contredire avec. Donc moi je pense personnellement que
ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est que si on est partout, comme on voit au Sénégal, avant 16 heures, maintenant avec les téléphones cellulaires, mais on a les résultats. On a les résultats. Donc c'est faisable. D'accord. Alors, cela dit, on sait également que dans ce cadre-là, évidemment, il y a, je ne veux pas dire des batailles, mais il y a les hommes politiques, notamment de l'opposition, qui essayent de se parler pour mener des alliances. Ce n'est pas la première fois que vous parlez de votre expérience de 92, qui a été peut-être la meilleure, puisque l'opposition a réussi à faire parler d'elle. Aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce qui coince à ce qu'il y ait un aussi large consensus autour d'une candidature entre les hommes politiques de l'opposition? Je pense qu'on doit commencer par une entente sur la stratégie. Et une entente sur ce qu'on veut, vers où on va. C'est ça la stratégie. Et quand on a ça, le reste est facile. Parce que les canons sont faciles, quel est le profil, et puis après on va venir à une décision. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui c'est clair que l'État, ou bien ceux qui gèrent, n'est-ce pas, l'histoire des partis politiques, montrent un intérêt que je ne comprends pas à voir les partis divisés. Tellement que, parce qu'il y a coalition, ils semblent avoir peur. Et j'étais même surpris que le président de l'Assemblée l'a repris dans son discours. C'est une histoire de coalition que je ne comprends pas. Les gars, ils mettent 3 semaines, un mois sans rien dire. Et la chose la plus importante, c'est parce que les gens se réunissent au quartier pour parler de l'avenir du pays. Et c'est de là de ce qu'il faut taper. Dans un pays où on parle de vivre ensemble, c'est quand même ridicule. Donc, moi je pense qu'il est essentiel que nous nous mettons ensemble. D'accord. Les gens vont dire, ah, mais au Sénégal, ils étaient plusieurs. Je dis non. Ils ont une élection en 2 tours. Exact. Oui. Au Cameroun, c'est un seul tour. Donc, on doit se comporter au premier tour, considérer au 2e tour. Alors, vous dites qu'il faut travailler sur un projet. Évidemment, sous-entendu qu'après, on cherche la personne qui serait la meilleure pour porter le projet. Quels sont les éléments, les piliers d'un tel projet? Je veux dire, évidemment, l'opposition, c'est une multitude d'idéologies. Exact. Mais s'il y a des points centraux sur lesquels ces différentes idéologies devaient tout au moins s'accorder, quels seraient ces points-là? Écoutez, tout le monde s'accorde à dire que nous avons un problème des institutions qui sont vétustes. Exact. Les gens disent que on a 2 présidents, certes peut-être, mais on a un seul président en fait, depuis l'indépendance. C'est une continuation. On a essayé de bouger ça pour aboutir à une démocratie approximative qui évidemment a échoué, puisqu'on a encore les gens qui manifestent politiquement en prison, on a les problèmes au nord et au sud-ouest, on a toutes ces choses-là. Ça montre que ce que nous avons maintenant ne répond pas aux attentes, n'est-ce pas, des Camerounais. Absolument. Donc il faut donc absolument revoir le système. C'est en quoi cette histoire de transition est très importante. Il faut que les Camerounais s'assiedent et ils se disent, il y en a qui interrogent la forme de l'État. Il y en a qui interrogent l'utilité des institutions. On a un conseil économique, je ne sais pas quand il y en a. On a un président des conseils économiques qui n'avait eu qu'un seul mandat par décret, après on n'a jamais renouvelé. On a des dysfonctionnements extraordinaires. Pourquoi ça? Donc il faudrait, à mon avis, un changement, une mutation systémique. C'est ça en quoi l'idée de transition est importante. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on prenne du recul, les Camerounais se mettent ensemble pour réfléchir comment recommencer. C'est un peu ce que font les Gabonais, dans leur contexte spécifique. Donc, je pense sincèrement que la première chose,
c'est de faire l'audit de nos institutions et de décider vers où on va aller. Donc, il faut une période de transition. Transition après les élections. Donc, on ne va pas commencer à réfléchir sur la transition maintenant, mais il faudrait gagner, avoir la balle dans son camp pour préparer le jeu. C'est ce que je pense. Pensez-vous que s'il y a, par exemple, si l'opposition s'accorde sur un candidat aujourd'hui, avec le système actuel, les textes actuels, notamment le mandat de 7 ans, renouvelable à l'infini, êtes-vous confiant en un homme politique de l'opposition qui se dirait « je gagne, mais j'abrège mon mandat, peut-être sur 4 ans, pour une transition, c'est possible au Cameroun », qui sacrifierait une éventuelle victoire Écoute, je parlais de moi-même. D'accord. Je laissais les autres parler d'eux-mêmes. Moi, une transition, je peux la faire. Si j'ai 5 ans, à 5 ans, j'ai pris mes bagages et je pars. Alors, pour rester dans la norme, hein, permettez que je vous pose la question et vous répondrez. Voilà. Akere Mouna, vous serez prêt à diriger une transition éventuellement si l'opposition camerounaise vous l'a demandé? Vous me demandez de me proposer, je peux pas le faire. D'accord. Je dis que si les collègues me proposent, je dirais oui. Okay. La transition que vous conduirez éventuellement, vous la mettrez sur combien d'années? Quelles en seraient les priorités? Je pense 4-5 ans. 4-5 ans maxi, on aura faire ce qu'il faut. Et moi, je pense que c'est faisable. Moi, je peux le faire par mon parcours, de par mon parcours. J'ai fait 4 ans entiers au MAEP, qui est le mécanisme africain d'évaluation. C'est un porte que sur les systèmes de gouvernance. Et j'ai évalué l'Éthiopie, j'ai évalué la Tanzanie, j'ai vu le rapport sur le Rwanda, j'ai vu le rapport sur le Mali, sur le Kenya, et j'ai fini par être président de cette institution. Donc je connais ce que c'est une évaluation. D'ailleurs, ceux qui ont vu mes documents de campagne en 2018, j'ai fait une évaluation du Cameroun style MAEP sur 400 pages. C'est un document qu'on peut trouver sur Amazon, n'est-ce pas, en français et en anglais, qui explique, n'est-ce pas, nos institutions. Et parlant du MAEP, très rapidement, c'est quand même triste. Le Cameroun est membre du MAEP depuis 2004, depuis sa création. MAEP, c'est-à-dire? Le mécanisme africain d'évaluation entre les pairs. D'accord. On en dit en anglais APRM, African Peer Review Mechanism. On est membre depuis 2004. Et on n'a jamais créé les institutions camerounaises qui doivent travailler en liaison avec le MAEP central, donc qui est hébergé en Afrique du Sud, pour qu'on puisse nous évaluer. Parce qu'il y a une chose que le Cameroun a peur, c'est d'être évalué par les tiers. Chaque fois, on réfléchit, vous verrez que là, le Cameroun, 2004, d'ailleurs, même quand je deviens membre du MAEP, je suis proposé par le Premier ministre éthiopien Meles. Celui que je remplace, celui que je remplace, c'est une dame que je respecte beaucoup, c'est Madame la ministre Dorothy Njoma, qui était aussi devenue présidente du MAEP. C'est elle que je remplace. Elle a été proposée par le Cameroun et votée. Mais moi, je suis proposé par le Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi. Donc, ben voilà, alors, je vais où on me cherche. Est-ce qu'en ce moment, vous travaillez à mettre sur pied éventuellement cette coalition que... Je discute beaucoup, je suis très sollicité, et je discute beaucoup. Nous parlons avec beaucoup de hommes politiques et de la société civile. Moi, je demeure dans le Nord, donc je suis vraiment dans la société. Et vous avez parlé de 92. Sachez qu'en 92, la société civile était assez puissante. Vous aviez à l'époque des gens comme mon confrère, frère et ami Charles Jungang et les autres qui étaient là, des gens qui étaient vraiment très actifs. Donc, actuellement, c'est ce que je fais. Il y en a qui viennent me voir, on discute, et on essaie de... Il faut aller vite, on n'a pas le temps. D'accord. On n'a pas le temps. Alors, si jamais je fais un schéma, octobre 2025, parce que... Ou avant, qu'est-ce qu'on sait? Peut-être, disons, ou avant, disons, l'année 2025,
Dès le lendemain de votre élection, quels sont les éléments sur lesquels, élection éventuelle, je suis dans le schéma, quels sont les éléments sur lesquels, en termes d'urgence, vous travaillez pour remettre notre pays sur les rails? Pour commencer à mettre notre pays sur les rails. Parce que moi je pense qu'il y a 3 pistes urgentes qui peuvent, n'est-ce pas, aider le redémarrage de notre pays. Une mutation systémique jusqu'au comment nous regarder la corruption. Première chose. Seconde chose, la crise du nord-ouest et du sud-ouest. On en reparle tout à l'heure. Oui, ça pour moi c'est capital. Et troisièmement, quel est le rôle des diasporas? Je voyage. Je vois des Camerounais, des capacités différentes, extraordinaires. Mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas impliquées dans le développement? Donc si j'ai signé un décret, le tout premier décret, c'est sur la double nationalité. On est Camerounais jusqu'à la mort, quelles que soient les autres nationalités que vous avez. À moins que vous renonciez vous-même, expressément, et vous reprendre quand vous voulez. Mais c'est ce que je ne comprends pas. C'est ridicule qu'un Camerounais parle pour venir ici, on lui demande les lettres d'invitation, même s'il est parti il y a 2 mois. C'est extraordinaire. Donc moi je pense que ces 3 axes-là, ce sont les choses sur lesquelles on peut agir immédiatement. Et deuxième chose, c'est de mettre en place donc des structures d'audit. Quand je parle d'audit, je ne parle pas d'audit systémique. Quand on parle d'audit, les gens voient l'argent. Audit systémique. Et comment mettre en place le corps qui va réfléchir sur les textes qui vont nous régir. Donc je pense que ça, ce sont les premiers axes. Mais en même temps, de façon parallèle, les Camerounais souffrent beaucoup. La vie est chère, les moins nantis souffrent, surtout. Dans un tweet que je fais, si vous êtes soudeur aujourd'hui, à Douala, avec le coupure du courant, vous faites comment? Si vous êtes menuisier, si vous êtes une femme qui partait à la digue prendre les poissons et mettre dans son congélateur et les sortir vous vendre, vous faites comment aujourd'hui? Et ce sont ces personnes qui se débrouillent jour et nuit qui ont construit ce pays. Ce n'est pas les gens en cigares, 4x4 et tout. Et il faut qu'on arrête que nous autres, disons d'en haut, arrêtons de confondre nos besoins avec ceux des citoyens. Je n'ai jamais compris cette histoire de vivre ensemble. Anecdote. Je partais de Douala sur Yaoundé. Je m'arrête en Bankomo, péage. Et une femme vient à la fenêtre et me parle en état ma langue, n'est-ce pas, de mon village. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et il dit, c'est mauvais. On est tous partis du village. Je venais en Bankomo. Je rappelle que vous êtes en Djeng. Hein? En Djeng, dans le nord-ouest. Oui. En Bengui, on est venu, elle était ici à Bankomo. On lui a donné une partie du terrain. Elle a cultivé, elle fait le manioc. Elle dit, vraiment, je suis bien accueilli et je vis bien. Je lui dis, mais si la guerre finit, est-ce que vous allez rentrer? Elle dit, je ne sais pas, parce que ma vie a changé. Et c'est ça le vivre ensemble. Qu'on nous laisse, parce que si vous partez à Yaoundé, il y a des quartiers qu'on appelle ça nous Cameroun, mais les gens vivent correctement. 2 sur 3 vendeurs à la sauvette à Yaoundé sont du nord-ouest. Ah, d'ailleurs, même à Yaoundé, il vient même, je peux me dire de façon précise, le Fundong. Mais de quoi parle-t-on? Les Camerounais se connaissent. Ils s'entraident. Une histoire drôle, une femme qui m'a arrêté au marché dit que, bon, il y a c'est un gars qui a fait un enfant avec lui, et puis il est parti. Donc il voulait savoir où ce gars se trouve. J'ai dit, je ne peux pas vous aider. Mais c'est pour vous dire que... Il n'y a pas de problème de vivre ensemble. Oui, on n'a pas... Le Camerounais est accueillant, et qu'on ne nous mette pas dans la tête ce fait que donc celui-là, il est dangereux. Donc pour vous, ce sont les politiques qui instrumentalisent ça.
Je regrette, mais c'est ça. C'était une histoire de... Chacun veut créer, n'est-ce pas, son carré d'influence, voilà. Alors, n'empêche qu'au-delà de la révélation que vous avez faite ce soir, concernant éventuellement une éventuelle sollicitation à laquelle vous répondrez si on vous demandait d'être conduit la transition. Je ne suis pas en campagne. Hein. Je comprends bien, je comprends bien. Mais cela dit, il y a déjà en place au moins l'APC, l'Alliance pour créée par Jean-Michel Nitieux, par exemple. Il y a l'ATP, l'Alliance pour une transition politique, APC pour le changement. Donc pour le... Avez-vous été approché ou avez-vous approché ces deux acteurs? D'une part Jean-Michel Nitieux, l'honorable, de l'autre part Olivier Billet. Non, je pense qu'il faudrait mettre le cas de Jean-Michel Nitieux à part. Pour lui, c'est un contrat d'adhésion, hein, n'est-ce pas? Tandis que pour les autres... Donc vous n'avez pas essayé de le convaincre? Non. Vous avez discuté au moins, il vous a appelé, il vous a... Non, il a fait une annonce. D'accord. Il a fait une annonce. J'étais invité à ce congrès, je ne suis pas allé, parce que bon, j'ai l'expérience des embuscades. Et je ne suis pas allé, surtout parce que je n'étais pas au pays de toutes les façons. D'accord, mais c'était une embuscade, vous dites? Quand j'entends les autres membres parler, c'est comme s'ils ont allé et puis on a fait une déclaration à laquelle ils ne participaient pas. J'ai peut-être pas raison, mais je pense que quand vous annoncez une coalition avec déjà en disant sur quoi ça porte, vous fermez la porte aux autres. Mais qui pensent qu'ils peuvent avoir un apport. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas, mais je pense que à mon âge, avec mon expérience, je ne signe plus les contrats d'adhésion, n'est-ce pas? Et donc, les autres, l'autre groupe, donc, je parle avec ceux-là. Le professeur Billet, n'est-ce pas, était venu me voir et on discute vraiment avec l'honorable Cabral et les autres. Donc, je pense que là, c'est une discussion qui est intéressante parce que les uns et les autres, n'est-ce pas, mettent leurs idées sur la table. Mais je pense qu'il faudrait que la discussion s'arrête très rapidement pour que nous passions à une stratégie concrète. Et vous avez le sentiment qu'à ce stade, qui c'est peut-être à la fin des consultations, les éléments clés sont définis? Mais ce que je peux vous dire à ce stade, est que ceux qui se réunissent sont conscients du fait qu'il faut, n'est-ce pas, une transition pour remettre notre pays sur les rails. Et ça, c'est déjà ça. Mais puisqu'on a opté pour une transition après élection, donc à mon avis, l'important est de mettre en place un plan pour pouvoir être à mesure, n'est-ce pas, de porter, n'est-ce pas, ce rêve des Camerounais. En fin de mois dernier, il y a le professeur Titu César qui s'est également dit prêt, qui sait peut-être conduire une transition. Il se dit que si les Camerounais le souhaitent, si les acteurs politiques le désignent, il partirait. Qu'en pensez-vous? Je vais vous répondre en disant ce que j'ai dit tantôt. Je pense que c'est le résultat d'une discussion entre les pairs. Ensuite, il y a bien des critères. Prenons un critère. Il y a des gens qui sont venus me voir en disant écoutez, maintenant, au Cameroun, on a eu 61 ans de gestion par les francophones, mais il faut un anglophone. On a des problèmes de gouvernance, on a dit cela. Nous pensons que vous êtes bien placé, il faudrait que vous mettez en place un mouvement pour faire cela. Je dis que c'est très flatteur, c'est très bien, mais je pense que le Cameroun n'est pas composé rien que des anglophones ou rien que des francophones. Donc une décision comme ça, c'est une décision tout le monde pour aller ensemble vers notre horizon. Donc c'est bien beau. Donc la première chose à faire, c'est de mettre les critères importants. Vous avez fait très rapidement tout à l'heure. Quelles sont les choses les plus importantes que vous allez mettre en place? On met ces critères. Et on regarde qui est plus à même, n'est-ce pas, de nous conduire vers ça. Une inquiétude, vous avez soulevé. Est-ce que vous connaissez un homme politique qui va arriver là-bas et dire, bon, ben, écoutez, on verra ce qu'on verra. Je vous ai dit, moi, je suis plus intéressé par le pays que par le pouvoir. Et j'ai démontré, toutes les enquêtes que je fais du Glencore, je ne prends l'argent chez personne. C'est mes fonds propres. Je voyage, je cherche, je m'héberge, je me nourris, je fais des recherches.
et puis je donne l'information aux Camerounais. J'ai mis une adresse email, que tous ceux qui veulent des documents sur Glencore écrivent, on leur donne tout. Je donne tous ces documents-là. Je suis maintenant à 700 Camerounais qui ont demandé. Ils ont une clé aujourd'hui avec tous les documents de Glencore. C'est ça le service que je fais. Quand j'ai commencé à la lutte contre la corruption en 2000, dans les années 1900, c'était pareil. Je pense que si le pays ici s'avance, nous sommes tous bien. Il y a des gens qui se trompent. Si vous pensez que vous pouvez être bien quand votre voisin souffre, mais vous vous trompez alors. Et vous, quels sont les critères que vous mettrez sur la table, évidemment écoutant les autres acteurs, quels sont les critères que vous mettrez sur la table pour définir, choisir l'homme providentiel qui pourrait conduire? Je n'aime pas le mot homme providentiel. Peut-être l'homme de la situation. D'accord. Peut-être l'homme qui fédère toutes les forces. Et je pense que je ne voudrais pas entrer dans ce jeu-là. Et je pense que le groupe qui se met ensemble va facilement dégager ces critères. Ils sont conscients de tous ces gens, ils sont conscients, ils savent ce qu'il faut. Donc c'est très facile. Quelqu'un peut dire que les critères, c'est qui est maintenant le parti le plus en avant. Kamara Libi, il a 5 députés, plus de 200 conseillers. On dit qu'on va écouter, puis c'est lui, donc il faudra que ce soit lui. D'autres vont dire, écoutez, moi j'étais le deuxième dans les élections qui sont passées, donc je suis plus à même. Le SIF également qui est dans ces négociations, dans ces discussions-là? Non, je n'ai pas eu à discuter avec eux. Donc je pense qu'il y a tout ça, mais je pense que le travail qu'on doit faire dans ce pays, c'est de travailler sur nos égaux. N'est-ce pas? Le citoyen camerounais aujourd'hui a mal, il veut que nous avancions, et on est encore coincé à nous caresser les égaux. Et pour revenir donc à votre question de départ sur le professeur Edouard Titus, je pense que cette déclaration aurait été mieux faite, parce qu'avant ça, je crois qu'il avait déclaré qu'il allait soutenir le MRC, je pense. Il y avait ça, puis après il a eu ça. Il y a eu ceci. Donc, je pense que les déclarations qui commencent par un positionnement, n'est-ce pas, ne font pas justice, n'est-ce pas, au processus. Alors, cela dit, ça veut dire que vous serez prêt en même temps à renoncer et comprendre que le groupe auquel vous appartenez pourrait choisir un autre candidat. Vous le soutiendrez éventuellement si c'est... Oui, je ne renonce à rien. J'accepterai. D'accord. Puisque je l'ai... Donc vous comprendrez que quelqu'un d'autre peut être choisi. Non, mais les critères sont là. Mais si les critères sont arrêtés, bon, mais écoutez, ici je suis parti de ce groupe-là, volontiers que je vais assister. Je vous ai dit les 3 critères que je trouve très importants pour le moins ce qui me concerne. D'accord. De la crise du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Pour moi, 7 ans, je suis pas allé dans mon village. Sur la tombe de mon père et ma mère, mon frère Wally, mon frère Bernard, et j'en passe. Donc, ça, pour moi, c'est existentiel. Les gens ne comprennent pas ce que ça fait. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un PV d'audition de la brigade de gendarmerie de Mbengui, dans mon village. Ils enquêtaient sur un chef local. C'est un adjudant francophone, un maréchal de logis francophone, et le PV était en français. En Mbengui. Est-ce que vous pouvez concevoir un instant qu'en Gomendia, ou je sais pas, à Yabassi, ou peut-être à Mokolo, un justiciable se pointe à la brigade et on commence à lui poser des questions en anglais, même si avec traducteur, et on reporte ça tout en anglais, le PV. Ce sont des petits actes comme ça qui enveniment les gens pour rien. Donc les gens ne se rendent pas compte. Dans les années 80, j'avais écrit un document qui a beaucoup circulé à l'époque, on appelait « Lettre à mon frère francophone ». C'est-à-dire que je ne sais pas si certains actes sont posés dans le but de provoquer. Des fois, je me pose cette question. Mais soit. Alors, cela dit en face, évidemment, le RDPC ne va pas vous regarder les mains croisées
il ne va pas se plaire à regarder comment vous vous organisez. D'ailleurs, et je voudrais prendre votre sentiment là-dessus. On voit ce que vit par exemple Cabral Libya en ce moment, dans cette crise interne, qui s'est peut-être résolue, ou on en saura plus tard. Mais il n'y a que le ministère de l'administration territoriale est en plein dans cette crise. Ça vous c'est un commentaire. Est-ce que Paul Atanga est dans son rôle d'être l'arbitre ou alors d'être le médiateur dans un conflit interne d'un parti politique? Écoute, le jeune frère ministre que je connais très bien, parce que nos familles se connaissent très bien, a déjà établi son rôle dès le début. C'est dans tous les rôles. Donc vraiment, que je le vois apparaître dans Moulinex ou ailleurs, moi, je ne suis pas étonné. Mais en tant que juriste, je regarde le droit. Vous savez, quand vous créez une association, une des pièces qu'on vous demande, c'est le PV de l'Assemblée constitutive. Ça veut dire que vous pouvez vous réunir, même si vous n'avez pas une association. Encore, on parle de l'association, première chose. Seconde chose, ça veut dire quoi? C'est ce que dit ce texte. Hein. Vous avez la personnalité morale, n'est-ce pas, quand vous êtes autorisé ou inscrit. Il y a ça. Ça, c'est important. Mais, sur le plan de droit pur, je regardais tous les documents à ma demande de PCRN. Ils sont nickel. Nickel au point où on se demande ce qui se passe. Non seulement a-t-on les déclarations du prétendant qui est là, non seulement il a présidé l'Assemblée qui a mis en place une nouvelle structure, et on voit jusqu'où la corruption est allée dans ce pays. Le gars se plaint du fait que ce qu'on lui a promis, on ne lui a pas donné. Et personne n'est offusqué par ça. On lui a promis, on ne lui a pas donné. C'est quoi cette histoire? Donc, ça c'est sur le plan juridique. Et même éthique. Hein. Troisièmement, je pense que, contrairement à ce que pense le président de l'Assemblée, ça montre la peur. Parce que pour une fois, dans l'évolution politique de notre pays, pour une fois, le parti au pouvoir est divisé. Pour une fois. C'était le lot de l'opposition avant, mais cette fois-ci, ils ont ça. Les ministres qui ne s'entendent pas, les prétendus successeurs, n'est-ce pas, et tout cela, les gars ne savent pas où mettre la tête. Je suis dans quel camp, tu es dans quel camp. Si on te voit sortir de chez l'autre, c'est l'autre qui te cherche. D'ailleurs, même l'avancée du dossier Glencore, je pense que les avancées qu'on a maintenant, c'est grâce à cette division. Ça veut dire qu'au sein du gouvernement, dans l'appareil étatique, il y a un camp qui vous facilite, facilite la tâche pour que l'autre soit pris dans cette affaire? Moi, on peut dire cela. On peut dire cela. Je pense que c'est une sortie très opportuniste, mais moi, ça m'arrange. Hein. Absolument. Moi, ça m'arrange. Vous cherchez la vérité. Oui, je cherche la vérité. Moi, ça m'arrange. C'est pas pour rien que des fois, quand on interroge des témoins, n'est-ce pas, on les met dans des chambres différentes. Absolument. On va dire à l'autre, hey, il vient de dire que c'est vous qui avez tout fait. Il dit, ah bon, mais pourtant, il raconte ce que l'autre a fait. Absolument. Et vous prenez, vous partez chez l'autre, mais voilà ce qu'il a dit, et l'autre vous déverse. Donc, mais voilà. On dit souvent que l'union fait la force. Mais écoute, le contraire aussi est très vrai. Absolument. C'est ce qu'on est en train de voir. Et l'opposition doit saisir l'opportunité. La société civile doit se mouvoir. Les étudiants qui vont sortir dans une société sans travail, d'autres qui vont prendre ce risque que je n'ai jamais compris. Je vous dis, si quelqu'un pense qu'il a plus de chances de traverser le désert et tenter, risquer sa vie, que de rester au Cameroun, on doit se cacher. Mais avez-vous confiance en cette société civile? Vous parliez tout à l'heure de Maître Charles Tchongang. Ouais. Dans les années 90, on sait qu'il avait l'OCDH, l'Organisation camerounaise des droits de l'homme, avec laquelle il a véritablement mouillé le maillot pour les libertés. On a connu Dieu Kam Tchameni. Exactement, oui. Il y avait le clergé, hein, il faut le dire, le cardinal Toumi qui est monté au créneau, et toutes les autres associations, ONG, qui sont véritablement... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même état d'esprit? Le Parlement, du côté des étudiants. Exactement, chez les étudiants, que ce soit à Yaoundé ou à travers le Cameroun, qui se sont également mobilisés.
le barreau du Cameroun. Exactement. On ne va pas ne pas le citer. Ouais. Bref, une véritable société civile qui a pris conscience et qui s'est mise dans le bateau de la bataille pour les libertés. Est-ce qu'aujourd'hui, cette société civile montre les mêmes signaux de détermination? La société civile s'était mobilisée parce que l'ouverture politique avait été créée par Froundi. Exact. Il faut qu'il y ait une tracée. Les gars disent, bon, on y va. Mais là où nous sommes, on est dans des chapitres différents. La société civile, entendez-vous. Les gars de l'esprit qui va dire que monsieur le bâtonnier, entendez-vous. Dites-nous où on va. Hein, n'est-ce pas? Dites-nous où on va et on va y aller. Alors, c'est cela. Quand Froundi a pris ses décisions, le 26 mai, à Bamenda, de marcher, quand mon feu frère Bernard a fait le fameux discours à l'hôtel Méridien, où il appelait au multipartisme, je dois rappeler que le lendemain, le grand frère Kindi avait organisé une marche. Ici à Douala contre le multipartisme avec les Madame Foni, Albert Zongan, à l'époque qui était l'URDPC. Oui, mais justement, mais voilà. Donc, il faut qu'il y ait cette percée. Il faut qu'il y ait la locomotive. Et je pense que cette fois-ci, c'est une locomotive qui quitte la gare, les autres wagons vont s'y attacher. Alors, cela dit, je le disais tout à l'heure, évidemment qu'en face, le parti au pouvoir ne croise pas les bras pour vous regarder faire tranquillement. Ressentez-vous cette pression-là? On parlait du ministre Atangandi tout à l'heure. Il a dit par exemple aux alliances et coalitions qui essaient de se mettre, attention, vous ne pouvez pas évoluer comme alliance parce que la loi ne vous reconnaît pas. Donc il est clair que les préfets ou les sous-préfets ne vont pas donner les autorisations s'ils se mettent en alliance. Est-ce que vous ressentez cette pression? Est-ce que le pouvoir... Moi, je me suis cantonné, à la lutte contre la corruption et la promotion de la gouvernance. D'accord. Et c'est le secteur que je regarde. Mais je pense que la lecture de M. le ministre est erronée. Il dit que la loi ne vous autorise pas. Est-ce que la loi l'interdit? Le problème de savoir ce que si je vous dis les choses que la loi n'autorise pas dans ce pays, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on pourra gérer un pays. On gère en disant ce qu'on ne peut pas faire. Absolument. Voilà. Donc c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, mais quel est son problème avec les coalitions? Ils ont eu le G20, je pense, la présidente. Ils ont partout, dans tous les pays, on parle de majorité présidentielle. Ça sert à quoi? Les Camerounais se réunissent entre personnes physiques et personnes morales. Ça dérange qui et comment? Donc, la coalition, ce n'est pas une personne. Vous sentez de la fébrilité? Moi, je pense que c'est tout simplement, disons comme au quartier, ils ont peur. Ils ont peur que les gens se réunissent. Pour un pays qui parle de vivre ensemble, ils ont peur. Ils ont peur. Mais tant mieux. Ils ont peur. Et je pense que cette immixtion-là dans la vie des partis et tout ça, regarde ce que ça a donné au Sénégal. Si moi j'étais l'honorable Cabral, je serais très content de ce qui m'arrive. Exact. Parce que il dira ouais, on est dans le vrai. Les gars, ils ont peur, ils me bloquent, cela. Regarde la vidéo, c'est le monsieur lui-même qui me proclame président du parti. Regardez ce document qu'il a signé. Regardez tel autre. Regardez ceci, cela. Je ne peux pas tenir un meeting. Et le troisième partie de votre question, c'est quoi? Un parti autorisé peut convoquer un meeting et inviter les autres. Donc vraiment, rien n'empêche le professeur Billet d'organiser une grande conférence et inviter les autres. On peut, comme MRC a fait, invitant les autres personnes. Donc vraiment... Alors, n'empêche que là, personne ne sait avec précision, sinon peut-être lui seul, si le président Biya se représentera. Avec, au président Hollande, il avait dit le moment viendra où je saurai si je poursuis mon action ou si je rentre au village. Et je pense que c'était une déclaration, à mon avis, pas heureuse. Parce que moi, j'aurais dit au président, vous saurez si je me représente
ou je rentre au village. Parce que dire si je reste ou je rentre au village, quitte le peuple. Quitte le peuple. Pour vous, une candidature du président Biya serait une surprise dans le contexte? Évidemment, le contexte, hein, c'est peut-être c'est pas un élément, mais vous me direz, c'est l'âge, c'est l'état du pays. Pour certains, et c'est un peu l'argument de l'opposition qui est délabré, est-ce que vous direz que si le président se représente, ce sera une surprise? Je prends bien le contre-pied. Écoutez, j'ai un père qui a fait la politique, qui a travaillé pendant longtemps avec le président Ahidjo, qui a fait l'intérim de la présidence de la République. Chaque fois Ahidjo partait, il faisait un décret. Et à l'époque, mon père était Premier ministre et vice-président. Donc j'ai eu à connaître le président Biya par ailleurs, quand mon père regardait comme quelqu'un de très travailleur, comme quelqu'un qui est dévoué au pays. Et si je prends tous ces éléments, je suis à mesure de vous dire aujourd'hui que je serais très surpris que le président accepte de se représenter. Je suis très très surpris. En début d'émission, je vous ai surpris en parlant de votre famille, de votre maman et tout. Dans mon cas, de 83, quand le président Ahidjo a décidé de démissionner, il a dit à mon père a dit qu'aussi il démissionne, qui est plus vieux qu'Ahidjo, il ne voit pas comment Ahidjo peut démissionner, et lui il reste. Ahidjo lui a dit, Ahidjo est parti, on est en 82. 82. Mère, le 4 novembre. Ma mère a donc passé entre les moments de décider, parce qu'elle est dans le coma, elle sortait, il dit, bon, mon père lui dit, bon, après ça on va rentrer au village. Ma mère lui dit, de grâce, s'il te plaît, il faut rester, il faut appeler le président. Donc, partant, ma mère martelait, elle demande à mon père de rester. Par la suite, le président Biya enverra, là je vous donne des scoops, hein, absolument, enverra le ministre Nchama et le docteur Pierre Tchungi, Simon Pierre Tchungi, qui était président de Croix-Rouge, de venir dire à mon père, on restera 5 ans de plus pour prendre sa retraite politique en 88. Donc, et pendant ces périodes-là, mon père, n'est-ce pas, parlait ouvertement avec le président Biya, dans l'ombre que j'ai connu. Je pense que d'ailleurs, je dois vous dire que j'étais surpris en 2018. Et beaucoup avec moi, parce qu'il a quand même déclaré assez tard. Pas tard légalement, mais... En termes de... oui, justement. Mais tout d'un coup, on est à 1 an, plus d'1 an et demi, il y a cette effervescence. Ces appels, il faut rapprocher les dates, il faut cela. Je suis surpris. Ils ont peur de quelque chose. Peut-être qu'ils le savent. Et le président que j'ai connu, pour qui j'ai eu à travailler, n'est-ce pas, je serais surpris s'il se présente en 2018. D'accord. Alors, en France... Pas en 2018, en 2025. En 2025. Voilà. Bon, dans les spéculations, Franck Biya, Ferdinand Ngongo, je vais dans les coulisses, loin des secrets du président, qui se représenterait ou pas. Mais il faudrait faire la distinction. D'accord. Est-ce que c'est pas succession ou est-ce que c'est pas élection? Le RDPC pourrait proposer l'un ou l'autre, qui n'est pas le président. Oui, ça c'est vrai. Ça vous dirait une candidature de Franck Biya, par exemple? Mais Franck Biya est un citoyen. Je crois qu'il a plus de 50 ans maintenant, je ne sais pas. Il a le droit de se présenter. Tu serais un coriace adversaire politique? Ça c'est autre chose. Je ne serais pas dans son camp de toutes les façons. Donc, si c'est à lui de voir. Moi, à sa place, si j'avais le conseil, j'ai dit, écoute, je passe la main. Parce que non seulement il va être harcelé par les gens qui ont travaillé avec son père, qui vont avoir les attentes. Moi, je vous dis, mon père est parti il y a plus de 20 ans, Bernard et son parti et tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent à mon bureau. « Oh, j'avais travaillé avec votre père dans tel ou tel coin et j'ai tel problème. » Moi, je dirais, je passe la main. Mais c'est son droit le plus absolu. Mais quelle est la piste qu'il va privilégier? Est-ce politique? Il faudrait
qui aille par le RDPC. Mais en l'occurrence, le RDPC lui-même, parlant d'avoir peur, a même peur de tenir son congrès. Parce qu'il ne sait même pas comment ça va se passer. Il maîtrise même ceux qui sont là, dans toutes les institutions. Mais parlons un peu, parce que quand le ministre Laté parle, il y a des grosses interrogations sur la légalité même du RDPC. Tous les organes sont paralysés. Non seulement paralysés, mais ne sont plus légaux puisque leurs mandats sont terminés. Et chaque fois, je regarde les anniversaires, le 1er, c'est quoi, le 24 mars, les anniversaires, 39e anniversaire. Moi, j'étais à Bamenda en 85, j'étais quasiment le secrétaire de mon père. On a dit qu'on changeait le nom de l'UNC. Alors, si on change le nom de l'UNC, ils doivent être en train de célébrer le 58e d'anniversaire. Si c'est le 39e anniversaire, ça veut dire que ça a été créé en 85. Alors, de quel droit donc prennent-ils les maisons de parti qui ont été construites par tous les Camerounais parce qu'on était obligé de contribuer? Où est dans leur arrêté de création? À ce jeu-là, on peut jouer jusqu'à l'infini. Mais je pense que les Camerounais, c'est ça notre force. On est résilient et on est tolérant. Est-ce que l'âge du président est un problème dans ce contexte par rapport à la vie politique, par rapport à l'élection, par rapport à sa quasi-absence, même si ses partisans disent qu'à travers les décrets et autres décisions, le président est présent? Moi, je pense que le président Haïdjo avait dit quelque chose de sage et que le pouvoir use. Et que ça use. Et que les aspirations des Camerounais d'aujourd'hui sont hors de portée du président de la République. Le gars qui a 25, 35, même moi, à mon âge, il a à traiter avec le AI, Artificial Intelligence, ces défis d'aujourd'hui. Est-ce qu'il comprend ce que c'est? Donc, les défis aujourd'hui, au monde qui se digitalise, sont complètement différents. Et Haïdjo, en parlant de pouvoir use, il parlait de 25 ans, hein, tu vois, ça use. Mais le président a presque le double. Et j'ai vécu avec mon père à cet âge-là. Je voyageais avec lui, il avait quoi, 88, 89 ans. Il est mort 90 ans. Chaque fois qu'il voyage, je partais avec lui. Je vous épargne ce qu'il faut pour le faire fonctionner. Donc, je pense que s'il y a des personnes qui obligent le président à rester là, j'ai même tenté de dire que c'est un abus de faiblesse, qu'on dit en français. C'est un abus de faiblesse. On devrait les poursuivre, c'est ça? Oui. Non-assistance. Mais même, laissons même ça, on devrait les poursuivre pour tous les fasques. Hein. Ça, déjà, on n'a même pas même ça sera peut-être en fin de ligne pour le mettre. Mais je pense que, sincèrement, le président que je connais, là où il est... Vous imaginez un scénario à la sénégalaise avec un président aussi jeune, 44 ans, après une bourrasque de pression de la rue qui oblige... Votre question, excusez-moi, est très, très camerounaise. Nous pensons à notre sort par rapport à ce qui se passe ailleurs. Mais on doit penser de notre sort en fonction de ce que nous subissons. On a des problèmes énormes ici. Comment on peut les résoudre? Comment trouver des solutions? Que de penser, bon, il y a un Sonko qui va sortir d'ici. Moi, je pense que l'âge donne une certaine vaillance, qui est bien, qui une perspective, vous avez un gage, parce que dans 20 ans, si vous êtes en 44 ans, dans 20 ans, vous avez 66. Absolument. Donc, si vous avez posé des actes, vous allez les vivre. Un peu comme Obama et les autres. Le président Macron, écoute, quand il partira, il doit vivre à ça. Regarde, le président Sarkozy. Donc, il y a déjà ça. C'est ce que, comme on dit en anglais, j'ai dog in the race, vous avez un cheval dans la course. Absolument. Donc, vous êtes obligé de faire ce que vous faites. Donc, de ce côté-là, oui. Mais je pense que au-delà de ça, il faut avoir la capacité, il faut connaître ce qui se passe. On a un pays complexe,
On n'a pas un pays où il y a 90% musulmans et puis 5 à 10% de chrétiens. On n'a pas un pays, parce que les gens parlent de Sonko et autres maintenant, mais moi je pense que la personne qu'il faut saluer, c'est Abdou Diouf. C'est Abdou Diouf. Parce qu'il devient un président pour 18-19 ans. Quand il est battu par Wade, c'est des apparatchiks qui viennent dire, écoutez, monsieur le président, on arrange ça. La marge est trop mince. Il dit, c'est vrai. Quand les gars sortent de chez lui, il prend son téléphone, il appelle Wade, il le félicite. Ça fait la transition. Donc, il n'a pas marqué le système. Absolument. Donc, quand Wade tente de faire la première chose, il se rappelle à lui ce qui est arrivé. Il a dit, non, non, non. J'enlève le pied. Macky Sall revient rebelote. Il est allé un peu plus loin, il a essayé de pousser aller plus loin. Le conseil constitutionnel que lui-même a mis en place, en fin de compte, ne l'a pas suivi. Donc, c'est pour ça que je dis aux autres que ce n'est pas la peine tout le temps de taper sur les décisions que nous avons. Parce que c'est celles-là même qui pourront, n'est-ce pas, vous sauver. Donnons-leur une chance. Donc, pour revenir à cela, est-ce que le Cameroun n'est pas le Sénégal? Les Camerounais, pour regarder leurs problèmes, il faudrait qu'ils regardent leurs problèmes et trouver une solution. Est-ce un jeune? Est-ce un moins jeune? Est-ce une coalition? Il y a beaucoup de pistes. Et on a nos problèmes à résoudre. Cela dit, il nous reste une vingtaine de minutes. Ça nous donne le temps de parler peut-être en 10 minutes de la crise anglophone. On a pratiquement tout dit dessus. Je voudrais dire, on connaît les débuts, on connaît l'évolution, on sait où on en est aujourd'hui. Le pouvoir semble avoir essayé ce qu'il a pu. N'empêche que sur le terrain, même s'il dit que la pression diminue, mais il reste qu'il y a toujours des enlèvements, il y a encore eu des morts aujourd'hui, il faut le dire. À ce stade, quelle serait votre solution éventuellement que vous implémenterez si on vous demandait de gérer ce dossier? Quand vous dites chacun sait où ça commence à commencer, je parlais que c'est 2016. C'est la date que tout le monde cite. Mais ce problème a commencé en 1964 par une lettre de Dr Fondon qui mettait en garde le président Ahidjo que nous sommes venus dans un partenariat. Quand je dis nous, la partie anglophone. Exact. Et que si ce n'est pas bien géré, ça va mal finir. On est en 1964. En 2009, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul rend une, ils appellent des communications, entérinée par l'Assemblée générale de l'Union africaine, qui dit qu'il reconnaît les anglophones comme un peuple avec une histoire et que, en l'occurrence, quand on regarde le fonctionnement, ils sont marginalisés. Absolument. Et il donne 6 mois à la République de regarder des voies et moyens. Déjà au moment d'Ahidjo, il y avait des commissions créées. Mon père a présidé une commission dans laquelle il y avait le président Biya, les Abraham Machoui, Madame Delphine Changa, d'ailleurs le ministre Yang de l'époque, dont je salue le succès, parce qu'on n'a jamais eu un candidat qui coche toutes les cases, comme on a maintenant le Premier ministre Yang qui va aller... Yang Philémon. Qui va aller... aux Nations Unies. Exactement, oui. Vraiment, on n'a jamais eu un candidat aussi bien qualifié. Donc, pour revenir à cela, donc on a eu toutes ces étapes où le problème est connu. Mais, et c'est le tard de notre pays, c'est qu'on ne reconnaît pas quand on n'a pas raison. Parce que si tu ne reconnais pas que tu n'as pas raison, tu ne peux pas reparer. Et on connaît quand ça commence. Et quand ça redémarre, en 92, selon nos calculs, Foundé a gagné. Et bon, il a perdu. Mais en Afrique, si vous avez un candidat de l'opposition à l'époque qui perd par 4 points, il y a des questions à vous poser. Absolument. Voilà. Et les gens ne le disent pas souvent. Mais ça veut dire qu'en 92, il n'y avait pas d'anglophone, il n'y avait pas de francophone. Les Camerounais étaient prêts à avoir un président unilingue et anglophone. C'était prêt. Parce qu'ils voulaient que ça marche bien. Bon.
sera voulu autrement. Résultat, les anglophones ont dit, ah, l'histoire si un anglophone ne peut jamais devenir président. Résultat, All Anglophone Conference. Les gars du pouvoir disent, mince alors, vous vous rendez compte, on vient de loin. On aurait pu débarquer ici avec un président anglophone, ou bien un parti de l'opposition qui prend le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on va revoir la loi électorale. Ce qui a produit, n'est-ce pas, la chose que nous avons. On a vissé partout, on a vissé de l'autre. Et les anglophones disent OK. Les anglophones disent OK, on laisse. Mais nous voulons un État fédéral. Ce qui nous permet de protéger notre héritage, n'est-ce pas, culturel, colonial, système éducatif, système judiciaire. Ça nous est très cher. On dit niet. D'ailleurs même, quand vous parlez de fédération, on vous traite de sécessionniste. Je ne suis pas linguiste, mais je sais que quand on fédère, n'est-ce pas, on ne sépare pas, mais on ramène ensemble. Donc, après ce coup-là, on nous a amené la Constitution de 1996, qui a été votée. Et pour la petite histoire, mon frère et le docteur Foncha pensaient qu'absolument il faut une fédération. Ils l'ont écrit. Mais on les a fait comprendre que non, l'autonomie c'est exactement la même chose. Ils ont dit non, les anglophones savent ce que c'est une fédération. Donc appelons ça un État fédéré. Ils ont dit non, on va laisser autonomie. Mais au cas où il y a des éléments du système fédéral que vous n'avez pas, on va les ajouter. On ajoute la clause, statut spécial. 96, c'était ça le ruse. Statut spécial. Qu'on va nous ressortir, n'est-ce pas, lors du grand dialogue national. 2019. Mais voilà, statut spécial, comme si c'était une invention. Mais c'était sur là-dedans depuis. Et donc, c'est allé comme ça en boule de neige. Bon, ils ont dit on va voir, autonomie et tout ça. Foncha meurt, mon père part en 2002. Boum, en 2004, on a une loi qui met carrément les régions sur le contrôle des gouverneurs. Bon, là, maintenant, on a eu un décret, je ne sais pas quand, là, qui montre que le secrétaire général des régions est nommé par le président de la République. Donc, on fait tout. On donne avec la main gauche, on prend avec la main droite. Pour parler de façon triviale, on fait tout pour noyer le poisson. Oui, voilà, justement. On est là, et toujours par des artifices. Aujourd'hui, donc, quelle serait la marche pour en sortir? Moi, que la marche, peut-être je vais avoir l'air de faire une autopromotion, mais je pense qu'un anglophone aujourd'hui est plus à même de résoudre le problème. Parce que pour la première fois, on aura un président qui émane de cette minorité. C'est un peu comme au Canada. C'est bizarre au Canada, vous verrez que tous les présidents ou les premiers ministres qui sont francophones ont mis plus long que les premiers ministres qui étaient anglophones. D'ailleurs, Joe Clark qui avait mis 6 mois d'ailleurs. Donc, je ne dis pas que c'est ça la solution, mais je ne dis pas que une connaissance, une vraie connaissance de ce qui se passe dans ces zones-là est nécessaire. Et des actes simples. Pourquoi on n'aurait pas des gouverneurs élus? Pourquoi est-ce que les gens ne devaient pas participer à la gestion de leur contrée? Il y a des actes aussi simples comme ça, où les gens se prennent en main. Il y a des problèmes économiques. Bon. On n'a pas parlé, combien de fois on n'a pas parlé du Ring Road? De port de Limbe. Combien de fois on n'en a pas parlé? Le directeur général de chantier naval Fondjindam qui coupait maintenant en prison pour je ne sais quoi. Donc ça veut dire que il y a ce problème-là. Peut-être les anglophones le soulèvent par complexe, je n'en sais rien, mais ce sont des citoyens qui sont mal à l'aise, qu'il faudrait comprendre. Donc,
il faut absolument revoir la structure de l'État. Absolument. Il faut absolument. Moi, je suis pour un système fédéral. 2, 3, 4, 5 États, c'est autre chose. Mais il faudrait... Ouais, sur cette base d'abord. Il faut mettre cette base et puis voir comment ça va. Ça nécessite que vous pourriez parler avec ceux qui sont désignés aujourd'hui comme les ambazoniens, les instigateurs de cette... Oui, parce qu'ils n'ont pas d'option. Ils n'ont pas d'option. Tous les diplomates qui viennent me voir, les Suisses, les Anglais et autres, les Allemands, ils me disent, mais c'est vrai, mais l'État dit, même s'ils vont discuter avec qui? D'accord. J'ai dit que la volonté de dialogue ne s'invente pas. On n'a jamais eu un seul débat à l'Assemblée. Où en est-vous, les députés du Nord-Ouest? Dites-nous. Medmouna, vous êtes là, votre père a été dans cette histoire, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Une commission d'enquête, dites-nous, hein, informez-nous. De quoi parlez-vous au juste? C'est pas ça que ça commence. Même au Sénat. Ils viennent de passer 3 ou 4 semaines blanches. Hein. La moitié, c'est pour consulter la fumée blanche en ce qui concerne le bureau de l'Assemblée, pour nous donner la même chose. Et puis la deuxième semaine, pour écouter le discours sur les coalitions. Mais quand même, soyons sérieux. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Hein. Et ça va vite. Hein. Absolument. Ça permet de donner encore 2 ou 3 questions. D'actualité surtout. Il y a quelques jours, l'ancien ministre, je crois exactement 3 jours, si ma mémoire est bonne, Olanguena Aono, ancien ministre de la Santé publique, condamné à 20 ans de prison, dont 17 déjà purgés, qui a publié une tribune où il dénonce évidemment la justice, où il dénonce ce procès. Il révèle d'ailleurs qu'il y a une autre affaire qui semble être enrôlée, qui c'est peut-être pour le faire rester davantage dans la prison de Kondengui. Quel sens donnez-vous à cette sortie? Je pense que c'est un cri de désespoir. Et j'avais commencé en parlant des 3 piliers, justice, santé, éducation. Et voilà donc un de ces piliers-là, la justice. Et on dit, en anglais, justice must not only be done, but must be seen to be done. La justice doit seulement être faite, mais doit être perçue comme elle a été faite. Alors, qu'on peut accuser Olanguena, le ministre d'État Mebara, le ministre d'État Marafa et autres, de ce qu'on veut aujourd'hui. Quand je place ça dans le contexte actuel, la question que je me pose, de ce qui se moque-t-on? Même les Camerounais ont pris la leçon. Quand vous dites à un Camerounais qu'on a arrêté telle ou telle personne parce qu'elle a détourné, il dit que non, il a voulu faire la politique, que vous a dit que c'est à cause de corruption. Non! Il a trempé dans la politique, il y a G9, il y a ci, il y a ça, oh, la dame du président, tout ça. Ils ont une histoire pour justifier le fait que c'est parce qu'on n'a pas détourné. Donc, le contexte actuel ne me permet pas de dire que ces gens-là sont dedans pour les choses que... J'ai été dans le dossier. Pour le ministre Marafa, vraiment, je vous dis sincèrement, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Ça peut être étendu à Tarnabibara. Quand vous regardez Olanguena, bon, c'est un peu la même chose. Quand vous regardez même la sortie du conseiller technique, le ministre Anguine, que je connais très bien, il est mesuré, hein, n'est-ce pas? Il dit qu'on est dans un état de droit, mais il trouve justifié le cri du ministre Olanguena. Donc je pense que ces contradictions, il faudra les loger. Mais en même temps, il y a un autre ministre qui aurait payé, lui il a pris fuite, on a ramené par avion, il est revenu, il aurait payé, il a sorti, maintenant il veut récupérer son argent. On n'a jamais demandé, mais ça sort d'où ça? Donc il y a toutes ces contradictions que nous jouons. Vous dites 2 poids, 2 mesures? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne connais pas quelle est la mesure. Ah, oui, alors, dans la même mouvance, en janvier dernier, François Hollande, l'ancien président français, a pris sa plume, il écrit au président Biya pour lui dire, permettez au moins au ministre Marafa d'aller se faire soigner. Mais là aussi, je dis, parce que je sais très bien, je suis au courant de cette correspondance, parce que ça a même été approuvé par le gouvernement français actuel. Et le président François Hollande a pris le soin
de dire qu'il ne se mise pas dans la politique, c'est justement sur la base humanitaire. Et moi, je vais seulement me placer sur le plan de la comparaison. Et vous me direz, comparaison n'est pas raison, mais soit. Combien de Camerounais ont été évacués pour les problèmes de santé? Dans le dossier de Mahafa, il y a un rapport d'un expert qui est venu ici regarder. Il dit que ce monsieur, si on ne le soigne pas rapidement, il perd la vue. Oui, il perd la vue. Donc, pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement? Alors, sortons un peu au pas de course. Un mot sur le football. La dernière actualité, c'est la revue de Marc Brice, le nouvel entraîneur nommé par le ministre des Sports et tout le staff, qui n'est pas forcément du goût du président de la Fédération camerounaise de football et de son comité exécutif. Vous en direz un mot? Écoutez, ce qui me surprend dans ce pays, c'est le fait qu'on agit. Le 11 février, dans son discours, le président disait que ça ne va pas et qu'il va demander au ministre de tutelle. Le 10 février. Le 10 février, oui. C'est l'histoire, le discours du 11 février qui se prononce, vous avez raison. Il a dit, écoutez, moi je veux donner des instructions qu'on règle ces histoires-là, parce que il y a un problème de gouvernance il faudrait qu'on me règle ça. Il a dit, hein, il l'a fait. Et maintenant tout le monde s'offusque. Est-ce les textes? Est-ce de ceci? Est-ce de cela? À ce moment-là, les gens devaient tenir des discours. Et je dis ce que j'ai dit au milieu de notre entretien. On a un problème de gouvernance. Le barreau a des comptes. Il a fait des discours sur l'intégrité. La médecine, on va trouver. La fonction publique, on va trouver. Les taximans, on va trouver. Les vendeurs d'arachides qui tapent la petite canette là en bas pour qu'il y ait moins. Vous partez acheter les pommes de terre, n'est-ce pas? On te met les tout petits pommes de terre en bas, vous ne voyez pas. Le sable, le gars, il te comble, n'est-ce pas, tout l'entour, mais quand c'est ça l'intégrité. On a bâti un pays sans valeur. Et on est surpris quand ça produit ce que ça produit. Donc je pense que notre situation de sport au Cameroun, je ne veux pas dire c'est ça ou ça, c'est parce qu'on n'a pas un système de valeur. Tout au Cameroun maintenant, c'est la guerre entre les camps et les égos surdimensionnés. Donc voilà, écoute, on croise les bras et on attend. Monsieur le bâtonnier, j'aurais voulu vous garder plus longtemps pour davantage être mieux informé, pour le plaisir de nos téléspectateurs, mais le temps nous tient à la gauche. Écoutez, c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, d'échanger avec vous, avec votre émission qui est très, très, très suivie. Et c'est avec un plaisir, un grand plaisir que je reviendrai. Et on vous fera revenir pendant la campagne électorale, qui sait peut-être. Ah, qui sait, qui sait. Merci à vous. Merci. Et vous êtes parti de Yaoundé spécialement pour ça. Écoutez, le plaisir est grand. Il faudra parler à M. Paul Mahel qui m'a appelé, qui m'a dit on vous voit à Douala jeudi, ben, j'ai pris la route. Paul Mahel, nous marchons sur ses pas. Exactement. Un professionnel aguerri qui, au-delà du journalisme, a su faire et maîtrise bien la communication. Oui, ben justement. Je lui dois beaucoup et puis je suis très content qu'il soit de mon côté sans salaire en plus. Je m'incline. Merci à vous à la maison. Nous espérons et nous savons que vous avez pris du plaisir, comme nous ici, à écouter une fois encore, une fois de plus, mais pas la dernière, Maître Keremouna, bâtonnier, et puis un chantre de la lutte contre la corruption, mais surtout pour la bonne gouvernance. Bonsoir et à jeudi prochain.